Chers étudiants, nous allons continuer avec la seconde partie des règles de codage du sommeil. Dans la première partie, on avait vu la partie technique de l'enregistrement de polysomnographie avec les principes de base de codage du sommeil. Dans cette partie, on va voir les règles de codage telles qu'ils figurent dans le manuel de la ASM 2007 et ces règles de codage vont de stadifier le sommeil et à la fin, on va finir par la manière dont on va rédiger le rapport du sommeil de manière succincte. La partie détaillée, on va la faire dans les ateliers de scoring du sommeil. Et surtout, on va insister sur la manière d'interpréter ce rapport si on n'a pas la possibilité de réaliser nous-mêmes la polysomnographie. Maintenant, on va passer aux règles de stadification et de codage du sommeil. Et donc, vous voyez qu'on avait préparé le tracé, on a vu les principes de l'analyse visuelle qu'on va utiliser et on va passer maintenant aux règles de scoring du sommeil. Avant de passer aux règles de scoring, un petit rappel, ce qu'est l'alternance veille-sommeil. On sait qu'au cours de l'éveil, il y a une désynchronisation cérébrale avec le rôle de la substance réticulaire activatrice et le rôle du générateur thalamocortical. Au cours du sommeil lent, qu'on appelle aussi le sommeil non-REM, on a 3 stades. Le stade N1, c'est l'initiation du sommeil. Le stade N2, c'est la levée d'inhibition du pacemaker réticulothalamique, générateur de fuseau. Le N3, c'est le stade de synchronisation cérébrale avec la disparition du rôle des influences extérieures et le relais du thalamus. Et puis, il y a le stade de REM où il y a une désynchronisation cérébrale avec le rôle important des centres REM-on et le rôle d'inhibition des neurones REM-off. On ouvre le logiciel de visualisation du tracé de polysomnographie, on choisit notre malade qui a été enregistré et on va répartir le tracé sur des époques de 30 secondes. Ces époques de 30 secondes vont permettre de scorer les différents stades de sommeil. On va désigner le point de départ de la mise au lit et ce point de départ est appelé aussi lumière éteinte et on peut la connaître soit par le malade, soit par la vidéo si on a la vidéo, soit parfois on peut l'approcher par le tracé lui-même. Une fois qu'on a désigné ce point de départ, on va commencer le scoring des stades de sommeil. Donc, le premier stade à évaluer, c'est le stade de veille, appelé aussi en abréviation W, en faisant référence à week en anglais. Donc, la règle A, c'est de dire que l'époque est scorée stade éveil si 50% de l'époque contient du rythme alpha sur la région occipitale. Ceci est valable les yeux fermés. Lorsqu'on a les yeux ouverts, on aura une fréquence très rapide de bas voltage qui est de type bêta. La seconde règle, on va scorer en éveil s'il n'y a pas d'alpha visible et si un des éléments présents, clignement de paupières à une fréquence de 0,5 à 2 Hz, mouvement de lecture des yeux, ou bien un mouvement oculaire rapide irrégulier avec un EMG du mentonnier qui est normal ou élevé. On voit ici un tracé d'éveil, les yeux ouverts, avec un rythme bêta, rythme très accéléré, et on voit aussi des mouvements oculaires rapides d'éveil, puisqu'on a des épisodes de clignement des yeux. Ici, une époque d'éveil, les yeux fermés, avec 50% de l'époque qui contient des fréquences alpha. Une époque d'éveil où on voit bien qu'il y a plus de 50% d'alpha, et on voit que le tonus a commencé à diminuer et que cette prédominance d'alpha survient dans la deuxième moitié de l'époque. Nous allons passer maintenant aux règles de codage du stade N1.
La règle A, lorsque on est devant un sujet qui est générateur de rythme alpha, ce qui est le plus fréquent. On va dire que l'époque est scorée N1 si l'alpha est remplacé dans plus de 50% de l'époque de G de faible amplitude, généralement c'est la fréquence θ. Et on va parler d'une époque avec fréquence mixte. La règle B, chez les sujets sans alpha, on va coder N1 dès l'un des premiers éléments suivants. Une activité Gθ avec un ralentissement de la fréquence dV de plus de 1 Hz, la présence de pointe au vertex, elle n'est pas indispensable pour le stade de N1, ou la présence de mouvements oculaires lents qui ne sont pas aussi indispensables pour le stade de N1, mais ils vont nous aider pour les gens qui ne sont pas générateurs de rythme alpha. L'EMG, les variables, généralement, il est plus faible qu'en éveil. Ici, on voit une époque à fréquence mixte avec moins de 50% du tracé avec une fréquence alpha et la flèche désigne le rythme θ. On voit bien aussi les mouvements oculaires longs. C'est une époque qui est scorée stade N1. On a vu le stade dV, le stade N1. Maintenant, on va voir le stade N2. Le stade N2 occupe une place importante généralement chez le sujet normal dans le tracé de polysomnographie. Première règle de ce stade, on va débuter à scorer une époque en stade N2 si on n'a pas des critères pour le stade N3, c'est-à-dire moins de 20% de delta qui occupe l'époque, et si un des éléments est présent dans la première moitié de l'époque en cours ou au cours de la dernière moitié de l'époque précédente. Donc, un complexe K spontané, il n'est pas associé à un micro-éveil, sinon on va rester en N1, et ou un fuseau de sommeil ou plus. Dans cette époque, on a des spindles qui sont répartis dans les différentes parties de l'époque et surtout au début de la moitié de l'époque, avec un tracé toujours avec une fréquence mixte. C'est une époque qui est scorée N2. Dans cette époque, toujours une fréquence mixte où il y a un peu d'alpha et beaucoup de θ. Et on voit bien dans la première partie un complexe K. Et dans la seconde partie, un fuseau suivi d'un complexe K. Cette époque est scorée stade N2. Une autre époque à analyser. Dans cette époque, on voit bien dans la première moitié des spindles répartis sur plusieurs dérivations. Et à côté de cela, vous avez la fréquence mixte qui témoigne comme quoi le sujet est endormi. Et vous avez des fréquences de type delta, mais qui représentent moins de 20% de l'époque. Cette époque est scorée N2. La règle B, c'est la continuité du stade N2. Les époques avec faible amplitude et fréquence mixte, mais qui ne contiennent pas de complexe K, ni de fuseau, s'ils sont précédés par des complexes K ou des fuseaux de sommeil dans la deuxième moitié de l'époque précédente, ces époques-là vont être scorées N2. Ici, on est devant une époque avec fréquence mixte. Plus de 50% de l'époque contient une fréquence θ, avec le reste qui contient une fréquence alpha. Donc c'est une époque à fréquence mixte. Quel stade on va la scorer? Il faut voir l'époque qui a précédé cette époque-là. Ici, l'époque qui a précédé, et dans cette époque-là, on voit qu'il y a dans la deuxième moitié des spindles. Ça veut dire que cette époque
on va la scorer N2. On a commencé à scorer les époques comme stade N2 selon les règles de début du scoring N2. On a continué à scorer les époques à fréquence mixte selon les règles de continuité en N2. Maintenant, quand est-ce qu'on va s'arrêter de scorer les époques en N2? Et donc, on va parler du fin de N2 si une des conditions suivantes est présente. Changement évident de stade, par exemple transition en EV ou en N3 ou en REM, un micro-EV, lorsqu'il y a un micro-EV, l'époque à fréquence mixte qui suit va être scorée en N1 jusqu'à l'apparition d'un fuseau ou d'un K. Troisième condition, lorsque vous avez des mouvements corporels majeurs suivis de ces époques à fréquence mixte et qu'on n'a pas de complexe K ni de fuseau. Et là, on va se baser sur un autre élément qui est les mouvements oculaires longs. Si on a des mouvements oculaires longs, on va coder l'époque qui suit le mouvement comme N1 et coder l'époque du mouvement corporel majeur comme N1 aussi. S'il n'y a pas de mouvement oculaire long, on va continuer à coder en N2 et l'époque de mouvement corporel majeur est aussi considérée comme N2. On va parler par la suite de ce qu'est un mouvement corporel majeur. Ici, vous avez un exemple. Dans la première époque, on a un stade N2. On voit bien les spindles au début de l'époque, à fréquence mixte. Dans l'époque qui suit, vous remarquez qu'il y a beaucoup de deltas qui sont apparus et qui dépassent les 20%. Cette époque-là indique un passage en stade N3 et donc il y a fin du scoring en N2. Il est donc important de connaître les micro-éveils et les mouvements corporels majeurs parce qu'ils retentissent sur le scoring de l'époque en cours ou de l'époque qui suit. Et donc, on va voir par la suite le micro-éveil en détail, mais globalement, le micro-éveil, c'est un changement brusque des fréquences G, alpha, θ, où les fréquences supérieures à 16 Hz, sauf les fuseaux, ils ne sont pas considérés comme micro-éveil. Et ce changement doit durer au moins 3 secondes, précédé d'au moins 10 secondes de sommet stable. Pour le REM, il est nécessaire qu'il y ait en plus une augmentation de l'amplitude de l'électromyogramme pendant au moins 1 seconde. Donc on a vu le micro-éveil de manière succincte. Il y a ce qu'on appelle le mouvement corporel majeur. C'est quoi le mouvement corporel majeur? C'est un mouvement et un artefact musculaire qui va masquer l'électroencéphalogramme sur plus de la moitié de l'époque, de telle sorte que le stade EEG devient ininterprétable. Quelques règles qui concernent le mouvement corporel majeur. On va coder une époque contenant un mouvement corporel majeur comme suit. S'il y a du rythme alpha qui est présent sur une partie de l'époque, même s'il est inférieur à 15 secondes, cette époque elle est considérée stade éveil. S'il n'y a pas de rythme alpha, mais une époque codée en éveil précédent ou suivant l'époque avec le mouvement corporel majeur, s'il n'y a pas de rythme alpha décelable, mais une époque est codée en éveil avant ou après l'époque qui contient le MCM, cette époque qui contient le MCM va être codée comme éveil. Dans les autres cas, il faut coder l'époque qui contient le MCM dans le stade de l'époque qui suit le mouvement corporel majeur. Ici, on a une époque qui contient un mouvement corporel majeur. On va voir maintenant des exemples de fin de stade N2 tels que ça figure dans le manuel ASM 2007. Donc, premier cas, vous avez 4 époques. Dans ces 4 époques, la première était scorée N2, deuxième était scorée N2. Ce micro-éveil est survenu à la fin de l'époque. Donc, il ne va pas modifier le scoring de cette époque-là qui reste N2.
Dans l'époque qui suit, qui est à fréquence mixte, elle était précédée par ce micro-éveil. Et donc, elle va changer de scoring et on va la considérer comme stade N1 parce qu'il n'y a pas de complexe K, il n'y a pas de spindle, même s'il n'y a pas de mouvement oculaire lent. Dans le deuxième exemple, vous avez un complexe K associé au micro-éveil. Ce complexe K ne modifie pas le stade de l'époque. Le micro-éveil, au début de cette époque, va finir le scoring du stade N2 et cette époque sera considérée comme N1, puisqu'il n'y a pas de complexe K, il n'y a pas de spindle. Globalement, le micro-éveil finit le scoring en stade N2, sauf s'il y a un complexe K ou un spindle. Ici, vous avez une époque qui contient un mouvement corporel majeur après une époque qui contient un stade N2. Ce mouvement corporel majeur n'a pas fini le scoring en stade N2 parce qu'il ne contient pas de fréquence alpha. Il n'a pas encore permis de finir le stade N2 dans l'époque suivante parce que dans cette époque-là, il n'y a pas un autre stade, il n'y a pas de complexe K, il n'y a pas de spindle et il n'y a pas de mouvement oculaire lent. Un autre exemple, époque contenant un MCM, faisant suite à une époque N2. L'époque qui contient le MCM ne contient pas de fréquence alpha, donc on continue à scorer en N2. L'époque qui suit l'époque avec MCM contient une fréquence mixte avec en plus des ondes lentes. Donc, la fin du stade N2 est scorée cette époque en N1. Maintenant, on va passer au stade de N3. Ça correspond au stade 3 et 4 dans la classification RK. Dans la classification ASM, on n'a que le stade N3. Ce qui caractérise ce stade-là, c'est l'apparition des ondes lentes de manière prépondérante. Donc, les ondes lentes, appelées aussi les ondes delta, généralement prépondérantes sur la région frontale. On va coder en N3 si cette activité à ondes lentes occupe au moins 20% de l'époque, quel que soit l'âge, et il n'est pas obligatoire d'avoir des éléments en électro-oculogramme. L'EMG est généralement diminué, mais il peut être aussi bas qu'en REM. Une époque qui contient des ondes delta qui occupent plus de 50% de l'époque, avec en plus des spindles. Cette époque est scorée N3. Une époque qui contient 100% de fréquence delta, cette époque est scorée N3. C'est l'ancien N4 de la classification RK qui exigeait pour classer en N4 plus de 50% de l'époque en delta. Le stade de N3, généralement, ne pose pas de problème. Maintenant, on va passer au REM et au sommet paradoxal. La règle A, coder le stade REM, les époques, avec tous les éléments suivants. Un EG de faible amplitude et de fréquence mixte. Si on trouve des dons de si, c'est quelque chose de caractéristique de ce stade. Deuxième élément, l'existence de mouvements oculaires rapides. Troisième élément, c'est le tonus EMG du montant qui est faible, inférieur à tous les autres stades. Généralement, c'est le plus bas. Un tonus phasique peut exister et il n'est pas obligatoire. Ce sont des bouffées d'élévation de l'amplitude du tonus EMG du montant qui sont irrégulières et habituellement inférieures à 250 millisecondes. Ce qu'on appelle aussi les twitches. Seconde règle, la continuité du stade REM. On va continuer à coder en stade REM, même si pas de mouvement oculaire rapide, pour les époques qui suivent celles scorées en REM, selon la règle A. Si le G reste de faible amplitude et de fréquence mixte, mais il ne faut pas qu'il y ait de complexe K, ni de fuseau, et il faut que le tonus EMG reste faible, plus de 50% de l'époque, même s'il y a un micro-éveil ou un mouvement corporel majeur. Époque avec fréquence mixte, faible amplitude, θ, alpha, atonie musculaire, le tonus très bas, mouvement oculaire rapide, c'est un stade REM ou sommet paradoxal. Une époque de REM,
avec deux éléments non obligatoires pour le scoring, les dents de scie et le EMG phasique. Règle de continuité REM. Époque 1, REM typique. Fréquence mixte, atonie musculaire, mouvement oculaire rapide. Époque qui suit, fréquence mixte, faible amplitude, pas de complexe K, pas de spindle, pas de delta. Même si mouvement oculaire rapide est inexistant, il y a toujours une atonie musculaire. Donc, continuez à scorer en REM. Ici, vous avez une époque qui survient après une époque de REM. Dans la première moitié de cette époque, on voit un micro-éveil. Mais on a toujours une fréquence mixte qui est faible amplitude, on a toujours l'atonie musculaire, même si on n'a pas de mouvement oculaire rapide, et comme il n'y a pas de K, il n'y a pas de spindle, il n'y a pas de delta, on va continuer à scorer cette époque en REM. Quand est-ce qu'on veut finir de scorer une époque en REM? C'est la règle C. On doit arrêter de coder en REM si on a un ou plusieurs éléments suivants qui sont présents. Tout d'abord, la transition vers le stade N3 ou éveil va finir le scoring en REM. Deuxième cas, lorsqu'on a une époque avec fréquence mixte, on va la scorer en N1 si le tonus EMG a augmenté plus ou moins associé à des critères de N1. S'il existe un micro-éveil ou un MCM, soit à la fin de l'époque précédente ou au début de l'époque avec la fréquence mixte actuelle, suivi par un EMG de tonus faible, et qu'il y a des mouvements oculaires lents, et qu'il n'y a pas de K ou de fuseau, on va encore scorer cette époque comme N1. Sinon, on va continuer en REM s'il n'y a pas de mouvement oculaire lent, et tant que le EMG est de très faible amplitude. Troisième cas pour arrêter de coder en REM, c'est lorsqu'on a un ou plusieurs cas spontanés ou fuseaux qui sont présents dans la première moitié de l'époque en l'absence de mouvement oculaire rapide, même si le tonus EMG reste faible. Et donc, on va coder cette époque en N2. Des cas du manuel de l'ASM. Donc, premier cas, une époque REM avec un micro-éveil à la fin, suivi d'une époque avec fréquence mixte. Dans cette époque à fréquence mixte, le tonus reste très faible, mais il y a des mouvements oculaires lents et il n'y a pas de mouvement oculaire rapide. Il n'y a pas de K, il n'y a pas de spindle. Donc, on va scorer cette époque-là comme N1. Deuxième cas, époque REM, micro-éveil à la fin, suivi d'une époque fréquence mixte, pas de mouvement oculaire rapide, pas de mouvement oculaire lent, tonus toujours très faible, il n'y a pas de complexe K, il n'y a pas de spindle, on va continuer à scorer cette époque comme REM. Une époque faisant suite à une époque de REM, un MCM au début de l'époque, c'est une époque avec fréquence mixte, il n'y a pas de mouvement oculaire lent, le tonus musculaire est très faible, il n'y a pas de K, il n'y a pas de spindle, donc on va continuer à scorer cette époque comme REM. Une époque avec une fréquence mixte qui survient après une époque REM. Fréquence mixte, pas de mouvement oculaire rapide, atonie musculaire, il y a un spindle à la fin de l'époque. Ce spindle ne va pas modifier la continuité du scoring en REM. Et par contre, il va modifier la stratification de l'époque suivante qui, si elle contient une fréquence mixte et qu'il n'y a pas de mouvement oculaire rapide, même s'il y a une atonie musculaire, on va scorer cette époque suivante en N2. Une époque faisant suite à une époque de REM. Dans cette époque-là, on a un micro-éveil dans la première moitié. Dans la même époque, on a une fréquence mixte, il y a une atonie musculaire, mais il n'y a pas de mouvement oculaire lent. Normalement,
on devrait continuer à scorer ce stade comme REM. Mais ce qu'on constate, c'est qu'il y a un spindle dans la deuxième moitié de l'époque. Comme c'est dans la seconde moitié, continuez à scorer en REM de la chute EMG si elle survient dans la première moitié et qu'elle soit d'amplitude équivalente à celle du REM, même si on n'a pas de mouvement oculaire rapide et si tous les critères suivants sont présents. Absence de complexe K, absence de fuseau, même dans l'époque et l'époque suivante. Par contre, on va continuer à scorer en N2, malgré la chute nette de l'EMG équivalente à celle du REM, si tous les critères suivants sont réunis. Présence d'un complexe K ou fuseau dans la même époque ou dans la première moitié de l'époque suivante, et il faut qu'il n'y ait pas de mouvement oculaire rapide. Troisième règle, on va coder une fréquence mixte qui fait suite à un stade N2 s'il existe un EMG minimal sans chute équivalente à celle du REM, mais à condition que cette chute occupe toute l'époque, même si on n'a pas de mouvement oculaire rapide. Mais bien sûr, il ne faut pas qu'il y ait ni de complexe K, ni de fuseau. Un exemple de transition N2 REM du manuel ASM, époque N2, suivie d'une époque à fréquence mixte, pas de complexe K, pas de fuseau, mais début de chute du tonus musculaire dans la première moitié de l'époque, équivalente à celle du REM et qui va persister le reste de l'époque. Donc, cette époque-là va être scorée comme REM. Le même exemple, mais la chute du tonus n'a commencé que dans la deuxième moitié de l'époque. Et donc, cette époque, on va continuer à la scorer en N2. Dans le même ordre d'idées, donc il y a une époque N2, suivie d'une époque fréquence mixte avec chute du tonus dans la première moitié de l'époque. Normalement, on devrait considérer cette époque-là comme REM. Mais lorsqu'on voit l'époque qui suit, il y a un spindle dans cette époque-là. Cette époque a été scorée comme N2, et donc on va scorer notre époque comme N2. Le détail de ces règles et d'autres règles de scoring manuel figurent dans le manuel de la ASM 2007, en particulier concernant la fin des stades, la transition d'un stade à un autre, et aussi du sommet de l'enfant. Lorsqu'on fait le scoring du sommeil, on commence par la macrostructure. On peut faire en parallèle la microstructure ou bien on attend qu'on finisse notre scoring de la macrostructure pour passer à la microstructure. En effet, le cerveau endormi a une certaine réactivité et il continue à traiter les informations inhabituelles externes telles que les bruits, les sensations et les informations internes telles que la douleur, la sensation d'apnée, jusqu'au point de se réveiller brièvement et entraîner ce qu'on appelle un micro-éveil. Il peut aussi réagir sans raison évidente. Il y a une gradation dans l'éveil intrasommeil entre des micro-éveils autonomiques, tels qu'une augmentation légère de la fréquence cardiaque, de la pression artérielle, de la ventilation, ou présenter des potentiels évoqués type complexe K, ou type ce qu'on appelle les patterns alternants cycles ou CAP, cycling alternate pattern. D'autres niveaux, les micro-éveils réels, où le cerveau vraiment va se réveiller brièvement sans changement complet de stade, ou bien un réveil total avec un retour au stade d'éveil, puis réendormissement progressif.
Et on sait que ces micro-éveils ont des enjeux majeurs en pathologie puisque de nombreux arguments indiquent que plus le sommeil est fragmenté, moins il est réparateur, avec retentissement sur la vigilance diurne, sur la forme de la personne le matin, sur son fonctionnement cognitif. Et un sommeil émaillé de nombreux micro-éveils EEG a les mêmes conséquences diurnes pratiquement qu'une privation complète de sommeil. Quelles sont les règles de scoring des micro-éveils dans l'électroencéphalogramme du sommeil? On a déjà abordé brièvement ces règles dans les règles de continuité des stades. Tout d'abord, la notion de durée, donc avec le changement abrupt de la fréquence G en alpha, θ ou une fréquence supérieure à 16 Hz, mais pas les fuseaux de sommeil, pendant au moins 3 secondes jusqu'à 15 secondes. Au-delà de 15 secondes, c'est un éveil sur le G, soit central ou occipital, et le sujet doit être endormi depuis au moins 10 secondes. Deuxième activité analysée, c'est l'activité EMG. En sommeil lent, le micro-éveil peut survenir avec ou sans augmentation simultanée de l'EMG du montant. Par contre, en sommeil paradoxal, il faut obligatoirement que ce micro-éveil s'accompagne d'une augmentation de l'EMG du montant. Dans cette époque, on note plus de 3 secondes à la fin de l'époque qui contient une accélération de l'activité EEG avec une fréquence de type bêta et de type alpha mélangée. Et cette époque-là, qui dure plus de 3 secondes, survient au moins après 10 secondes de sommeil. Et donc, il s'agit d'un épisode de micro-éveil. Ici, on a scoré 2 épisodes de micro-éveil dans la même époque puisqu'il y a au moins 10 secondes de sommeil entre les deux. Un autre exemple, une époque de REM avec une accélération de l'activité électrique cérébrale, de l'amplitude de l'EMG, mais dont la durée est insuffisante pour retenir un micro-éveil. Une époque de REM, une augmentation de l'amplitude de l'EMG, mais pas d'accélération évidente de l'EEG. Donc, on ne va pas scorer cet épisode comme micro-éveil. On va obtenir un indice de micro-éveil par heure. Cet indice de micro-éveil par heure semble augmenter avec l'âge. Les micro-éveils ne sont pas obligatoirement pathologiques. Dans cette étude de Bonnet en 2007, on trouve des valeurs normales en fonction de l'âge. Entre 18 à 30 ans, donc un indice est normal lorsqu'il est inférieur à 20 micro-éveils par heure. Entre 30 et 50 ans, inférieur à 28 par heure. Entre 51 et 70 ans, inférieur à 35 par heure. À la fin de l'analyse de la macrostructure et de la microstructure du sommeil, on va obtenir un tracé global qui traduit l'évolution du sommeil au cours de la nuit. C'est ce qu'on appelle l'hypnogramme. Il existe plusieurs paramètres à analyser dans cet hypnogramme. Tout d'abord, le temps d'enregistrement. C'est la période qui sépare le moment light off, lumière éteinte, et le moment light on, lumière allumée, c'est-à-dire la période passée au lit. Puis il y a ce qu'on appelle la PTS, la période totale du sommeil. C'est la période qui sépare le début de l'endormissement et le réveil final. Et cette période-là comprend aussi bien le sommeil que les éveils intrasommeil. Et puis on a le TTS, le temps total du sommeil, qui ne comprend que les périodes de sommeil dans la nuit. Ces paramètres seront calculés par le logiciel. L'hypnogramme se présente sous forme d'un aspect en escalier avec la marche la plus basse qui correspond au stade N3 ici en violet. La marche suivante est le stade N2 ici en bleu clair. Et puis la marche suivante, c'est le stade de N1. La marche finale avant l'éveil, c'est le REM en vert, puis l'éveil en rouge.
Un hypnogramme typique va comprendre 4 à 6 cycles qui varient entre 90 et 110 minutes, avec une prédominance du stade N3 dans la première moitié de la nuit et avec une tendance à l'augmentation de la part du REM dans la deuxième moitié de nuit, où vont dominer aussi bien le REM que le stade N1 et N2. Le logiciel va donner la répartition de la part des différents stades de sommeil. Un sommeil normal va comprendre la répartition suivante. Le sommeil non-REM va occuper 75 à 80% du temps total du sommeil, le N1 3 à 8%, le N2 45 à 55%, le N3 13 à 23%, le REM 20 à 25% du temps total du sommeil. La polysomnographie ne comprend pas uniquement le sommeil, mais il comprend aussi d'autres paramètres, en particulier la polygraphie respiratoire, les mouvements périodiques de jambes et autres données. Et donc ces données-là doivent être aussi étudiées et analysées, et on verra ça par la suite. Donc nous restons dans le sommeil et sa partie qui doit être incluse dans le rapport final. Le scoring étant obligatoirement manuel, le scoreur doit avoir une formation validée pour établir le scoring et le rapport de polysomnographie. Le médecin traitant doit être capable de faire le scoring manuel lui-même ou d'interpréter et de critiquer un rapport de polysomnographie. Et donc la dernière étape, c'est la réalisation du rapport. La rédaction du rapport doit inclure certaines données. Tout d'abord, les critères de qualité. Ces critères de qualité doivent être inclus dans le rapport de PSG pour pouvoir interpréter le sommeil. Le logiciel est capable de vous donner beaucoup de données chiffrées et de graphiques, mais il est important de choisir celles qui seront nécessaires pour le cas du patient. Tout d'abord, les critères de qualité pour interpréter le sommeil. Ces critères permettent à une personne qui n'a pas assisté à la polysomnographie d'évaluer la validité du tracé et pour pouvoir l'utiliser. Donc, on doit préciser le type d'appareil, le logiciel utilisé, l'enregistrement, est-ce qu'il s'agit d'un enregistrement en ambulatoire ou hospitalier, la présence ou non d'un signal vidéo, la durée est-elle suffisante, surtout pour pouvoir analyser les troubles respiratoires du sommeil, est-ce qu'il s'agit d'un scorage manuel ou automatique, le scoreur qui a réalisé le codage du sommeil, les normes de scoring utilisées, est-ce qu'il s'agit par exemple de la ASM 2007 ou par exemple du RK, la qualité des signaux, et est-ce qu'il y a des artefacts, et leur pourcentage dans le tracé. Certains paramètres doivent être obligatoirement inclus dans le compte-rendu de l'analyse du sommeil. Temps de mise au lit, la durée totale de l'enregistrement, de lumière éteinte jusqu'à lumière allumée, la période totale du sommeil, le temps total du sommeil, l'efficacité du sommeil, c'est-à-dire le temps total du sommeil sur la durée de l'enregistrement. On doit préciser les différents stades de sommeil, leur durée et leur pourcentage par rapport à la période totale du sommeil. D'autres paramètres doivent être inclus, tels que la latence d'endormissement, c'est de light off jusqu'à la première époque de sommeil, quel que soit le stade du sommeil, l'indice des micro-éveils, en précisant les micro-éveils et les éveils ou micro-éveils qui dépassent 15 secondes, les éveils intra-sommeil, y compris les éveils avec déambulation, en précisant leur nombre éventuellement, la latence du sommeil paradoxal, et est-ce qu'il y a un endormissement en sommeil paradoxal. Ça, ce sont des paramètres obligatoires à inclure dans le compte-rendu de polysomnographie. Il y a d'autres paramètres qu'on peut ajouter en fonction des données cliniques du patient, des autres données de polygraphie, des mouvements périodiques de jambes ou de la vidéo,
ou à la demande du médecin traitant. Les diagnostics peuvent être confirmés à la lumière de ces données ou en tenant compte éventuellement des données de polygraphie ou des autres canaux déjà enregistrés au cours de la polysomnographie.